Académie Chan, Éducation Plus, du cours de la 6e en terminale, en podcast. Chapitre 3. Le langage. Objectif du cours. Premier tiret. Bien percevoir que le langage n'est pas un simple instrument dont la pensée pourrait se passer. Deuxième tiret. Saisir l'importance du langage pour la philosophie mais aussi les risques liés à cette importance du langage. Piste de réflexion. Premier tiret. Est-il possible de penser sans les mots? Deuxième tiret. Peut-on dire que l'on pense d'abord et que l'on se sert ensuite des mots pour extérioriser sa pensée? Troisième tiret. Peut-on dire que l'homme est le seul animal qui parle? Introduction générale. La thématique de l'origine et de la variété des langues est aussi vieille que la philosophie elle-même, mais elle n'a pas perdu de sa complexité au cours des siècles. Au contraire, l'avancée des recherches biologiques l'a rendue plus aporétique. Pour cause, il a été démontré que notre aptitude à parler n'est pas uniquement le fait du dispositif neurobiologique, langue, dents, cordes vocales, nerfs, etc., que la nature nous a octroyé. La possibilité de parler suppose également la capacité de mettre en valeur cet appareillage neurobiologique. Les avis sont partagés sur la question de l'origine des langues. Ces différents avis posent la nécessité d'une réflexion sérieuse sur le langage. Plusieurs questions se posent. D'abord, concernant l'origine du langage. Le langage est-il naturel, ou bien est-il une création de l'homme? L'homme parle-t-il parce qu'il pense ou pense-t-il parce qu'il parle? Autrement dit, quels sont les rapports qui existent entre le langage et la pensée? Ces questions guideront notre analyse sur cette thématique. Petit 1. Le langage. La langue et la parole. Ces trois mots sont des termes bien souvent utilisés indifféremment. Pourtant il existe une nuance entre elles comme l'a montré le linguiste français Ferdinand de Saussure. Pour lui, la langue est un ensemble de conventions nécessaires adoptées par un corps social. Il s'agit donc de codes verbaux articulés communs à un groupe linguistique, lui permettant de communiquer. Cet ensemble de codes a un caractère préétabli et conventionnel. On est dans une langue. La langue est toujours et déjà là. Le caractère conventionnel de la langue n'est pas à entendre comme résultant d'un consensus ou d'un compromis. Il s'agit plutôt d'une compréhension commune tacite que l'on trouve déjà et toujours là. Ferdinand de Saussure trouve à la langue de l'arbitraire, notamment dans le lien entre les signes linguistiques et ce qu'ils signifient. Il n'y a pas de lien nécessaire entre le signifiant et le signifié. Par exemple, le signifiant est la forme matérielle du mot constitué de lettres, forme écrite de la langue, ou de son, forme orale. Homme n'a rien de commun avec le signifié qui est la représentation mentale qui donne son sens au mot homme qu'il ne faut pas confondre avec le référent qui est la réalité que le mot désigne. Par ailleurs, d'une langue à une autre le signe linguistique change. Émile Benveniste naît de cet avis. Le signifiant et le signifié vivent une certaine symbiose dans la conscience humaine. Leur lien psychologique n'est pas arbitraire car le signifiant est forcément identique au signifié dans notre esprit. Quant à la parole, de Saussure la considère comme étant la mise en œuvre individuelle de la langue. Si la langue est définie au niveau du groupe social, la parole est définie au niveau individuel, c'est l'individu qui, par la parole met en pratique la langue. La parole a aussi un caractère actif contrairement à la langue car elle peut faire évoluer la langue. Si l'homme n'a pas d'emprise sur la langue, il a le pouvoir de faire évoluer la parole. Le bouddhouma évolue au fil des générations tandis que la langue bouddhouma est une langue dans laquelle on est né. Le langage enfin englobe la langue et la parole. C'est un système de signes exprimant des idées. Si la langue est un système d'expression verbale et articulée, mieux le langage est un système de signes qui permet la communication. La distinction entre la langue et le langage se manifeste aussi par les sciences qui les étudient. La langue est étudiée par la linguistique tandis que le langage est étudié par la sémiologie. La science des signes. Petit 2. Un faux problème. L'origine du langage. La problématique de l'origine du langage n'est qu'un faux problème. Rousseau montre que lorsqu'on cherche à établir l'origine du langage, on tombe dans un cercle d'aporie, contradiction logique qui conduit à une impasse du raisonnement.
car le langage apparaît comme nécessaire à sa propre invention. Il essaie cependant dans l'essai sur l'origine des langues, de montrer que ce sont les passions qui ont donné naissance aux premières langues, ce n'est ni la faim, ni la soif, mais l'amour, la haine, la pitié, la colère qui ont arraché leur première voix, ce qui signifie que le langage n'étant pas né des besoins, la satisfaction de besoins ne nécessitant nullement son expression, le langage n'est pas naturel. La pensée de Rousseau s'éloigne de celle d'Aristote qui conçoit l'homme comme un animal politique, un être fait pour vivre et communiquer avec autrui. Avec Aristote, nous pouvons définir l'homme comme un animal qui parle. Pour Rousseau, en revanche, c'est la vie en société qui fait que l'homme devient un animal qui parle. Petit 3. L'homme est un être qui parle. Bergson définissait l'homme d'abord comme un homo fabe, fabricateur d'outils et inventeur de la technique. Pour Lévi-Strauss, l'homme est un locuteur plus fondamentalement encore qu'un fabricateur de machines. L'homme est avant tout un être qui parle. Le langage animal est stéréotypé, inchangeable car étant inné, lié à chaque espèce. De plus, chez les animaux le dialogue n'est pas possible. Lorsqu'une abeille, par un signe bien déterminé indique la direction d'une fleur, elle ne reçoit de réponse qu'une conduite et un signe réciproque. Les autres abeilles prennent la direction indiquée. Enfin, les cris émis par les animaux pour communiquer ne peuvent pas être décomposés en unités infiniment combinables comme le peut la langue humaine. En effet, l'homme par sa raison, peut combiner des phonèmes pour produire une infinité de mots. Petit 4. Les fonctions et pouvoirs du langage. On nous reprochera peut-être de réduire ici le langage à ce qui n'est qu'une de ses fonctions, la communication. On nous fera observer qu'à côté de son rôle de communication, d'information, le langage a aussi une fonction expressive. Maurice Merleau-Ponty remarque qu'avant d'être au service de la communication, le langage est une manière pour le corps humain de vivre et de célébrer le monde. Le mot joue et mine le monde autant qu'il le signifie. À cette fonction expressive, se rattache la fonction magique du langage. Le mot, en se détachant de la chose, paraît aisément la dominer, la gouverner. Il dit ce qui n'est pas encore et ressuscite ce qui a disparu. Bien de mythologies ont fait de la parole la source créatrice du monde. On pourrait encore lier à la fonction magique du langage sa fonction esthétique. Le pouvoir d'incantation du langage ne s'est-il pas conservé dans la poésie? Les chants du poète se sont en latin des carmina, des enchantements. Mais les fonctions expressives, magiques, esthétique du langage suppose elle-même comme condition fondamentale sa fonction de communication. Si l'on exprime, si l'on mine les choses, c'est toujours pour un auditeur, un spectateur. Les incantations magiques supposent elles aussi une relation, une communication d'un certain genre entre le sorcier et sa victime. Le langage sous toutes ses formes est toujours étroitement lié à la vie sociale des hommes. Et comme le dit André Martinet, c'est la communication qu'il faut retenir comme la fonction centrale de cet instrument qui est la langue. Petit 5. Le langage et la pensée. On pourrait conclure de la multiplicité des codes signifiants dont l'homme fait usage, de la multiplicité des langues elles-mêmes si l'on ne considère que la parole. Il y a une certaine transcendance de la pensée sur son instrument linguistique. La pensée précède le langage. J'en fais l'expérience semble-t-il quand je cherche mes mots, quand j'ai une idée que je ne parviens pas à exprimer, que j'habille successivement de termes impropres qui ne me satisfont pas et que je rejette tour à tour. On dit que si la pensée cherche ces mots, c'est qu'elle les précède. La transcendance de droit de la pensée sur le langage n'implique pas chez l'individu lui-même membre d'une société où l'on parle une antériorité de la pensée par rapport au langage. Le sens commun suppose que nous pensons d'abord et qu'ensuite nous habillons notre pensée des mots. C'est dans cette perspective que, Oscar Wilde disait, nos pensées naissent toutes habillées. Dans ce contexte, comment expliquer notre incapacité à expliquer certaines pensées, surtout celles qui touchent à notre vie intérieure? Hegel cependant réfute cette thèse et déclare qu'on ne peut penser qu'avec des mots. C'est par des mots que le sujet pensant donne une forme objective à ses pensées. C'est pourquoi, dit-il, vouloir penser sans les mots, c'est une tentative insensée. Petit 6.
de l'importance du langage. Par le langage, nous pouvons nommer les choses, classer les idées, et par le fait même, dominer le monde. Le langage occupe une place privilégiée dans la culture, entendue ici comme un ensemble de moyens dont disposent les hommes pour modifier la nature à leur avantage. Les racines les plus solides de toute culture sont enfouies dans les profondeurs de la langue. C'est dans les méandres de la langue que se dessine à la fois le ridicule et le génie des projets humains. Là que mijotent les calculs mesquins et les initiatives désintéressées. Pour montrer comment la langue promeut la culture, Émile Benveniste affirme ceci: par la langue, l'homme assimile la culture, la perpétue ou la transforme. Or, comme chaque langue, chaque culture met en œuvre un appareil spécifique de symboles en lequel s'identifie chaque société. Le pouvoir des mots est beaucoup plus immense que nous ne l'imaginons. C'est au travers de que se structure la perception de l'univers d'un tout peuple. Ainsi, apprendre une langue, c'est toujours plus qu'apprendre de simples mots et tournures linguistiques. En apprenant une langue, on accède à l'univers symbolique et métaphysique du peuple qui la parle. Le propre de la langue est d'être le repère des us, de la vision du monde, des rêves et des désespoirs du groupe social auquel elle appartient. Voilà pourquoi, à proprement parler, une langue ne se traduit jamais, mais elle se comprend. Toute traduction est une trahison. La langue peut aussi être utilisée à des fins de domination socio-politique. Très souvent il arrive que la langue aggrave la fracture sociale en radicalisant les affrontements interethniques et en alimentant les intégrismes de toutes sortes. La langue crée toujours un nous qui s'oppose à un eux. Les classes sociales se reconnaissent aussi à la manière de faire usage d'une langue. Aussi les classes aisées, ainsi qu'une bonne partie de celles moyennes, prétendent parler la langue pure, la langue classique, telle que consignée dans les grammaires et les dictionnaires de référence. Le bas peuple trouve sa joie à parler l'argot ou la langue sous sa version la plus courante. En un mot, la prise en compte des facteurs linguistiques dans la résolution des conflits peut être salutaire. Grâce au langage, nous pouvons agir sur les personnes et sur le monde. Dans le premier cas, on se réfère, par exemple, aux propos qu'un locuteur peut adresser à un récepteur. Ces mots ont obligatoirement une incidence sur lui. Ils peuvent l'enchanter ou l'énerver, le flatter ou l'offusquer, selon qu'ils sont courtois ou méchants. Dans le second cas, les mots deviennent des actes du langage. Ils revêtent leur fonction performative. Ici, les mots réalisent ce qu'ils disent. Le langage révèle aussi son importance à travers sa fonction thérapeutique. Conclusion générale. Au terme de ce chapitre, force est de constater que par ses facultés intellectuelles, l'homme est doté d'un grand pouvoir d'ouverture au monde et de connaissance que n'ont pas les autres êtres. Le langage humain est une condition non seulement nécessaire à l'expression de la pensée mais surtout à son élaboration. La question de l'origine du langage nous conduira nécessairement à une aporie car le langage apparaît comme nécessaire à sa propre invention. L'essentiel, c'est de bien utiliser le langage, d'autant plus que pensée et langage sont identiques. Il est important de souligner que le langage est une spécificité humaine mais nous ne pouvons guère le réduire au simple rôle d'instrument de la pensée. Sujet de réflexion. 1er. Parler, est-ce le contraire d'agir? 2e. Le langage nous trahit-il? 3e. Le langage sert-il à parler ou bien à penser? 4e. Le silence ne dit-il rien? 5e. Le langage peut-il garantir la communication entre les hommes? 6e. Est-il possible de connaître une société en ignorant sa langue? 7e. Y a-t-il quelque chose que le langage ne puisse dire?